La pièce était remplie de sirènes, et le clignotement aveuglant des lumières rouges et bleues traversait les vitres brisées. Un homme se tenait à l'extérieur du périmètre, délimité par le ruban adhésif. Sa chemise tachée, les mains tremblantes et les yeux rivés sur le sac mortuaire en train d'être fermé. « Non, dites-moi que ce n'est pas lui !» murmura-t-il, sa voix à peine audible dans le chaos. L'inspectrice Sarah Bishop se fraya un chemin à travers la foule, avec une précision experte, s'arrêtant lorsqu'elle vit l'homme s'effondrer à genoux. « Monsieur, connaissez-vous la victime ?» demanda-t-elle. L'homme ne répondit pas. Il en était incapable. Dans le sac se trouvait le corps d'un jeune homme, bien habillé, un costume impeccable, son badge d'entreprise toujours accroché à sa chemise. Logan Reed. Âge, 19 ans. Cause du décès, 2 balles dans la poitrine. L'homme à l'extérieur du périmètre de sécurité, il s'appelait Calvin, et il allait bientôt découvrir une vérité si cruelle, si bouleversante, qu'elle allait le plonger dans une obscurité plus profonde que toutes les cellules de prison qu'il avait connues. Il n'était pas seulement un spectateur, il n'était même pas seulement un criminel, il était le père. Et il venait de tuer son propre fils, sans même s'en rendre compte. Avant de découvrir toute la vérité, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ces histoires ne sont pas seulement choquantes, elles sont réelles. Rejoignez une communauté qui ose ressentir, questionner, se souvenir. Ne manquez pas ce que d'autres auraient aimé voir venir. Calvin Reed n'avait jamais été doué pour rester en place. Même enfant, lorsqu'il grandissait dans le sud de Boston, il était toujours en mouvement. Il traînait dans les rues, séchait l'école, fuyait les conséquences de ses actes. Sa mère disait qu'il était né avec le sang agité. À 21 ans, cette agitation s'était transformée en une véritable imprudence. Vol à main armée, vol aggravé, 3 chefs d'accusation pour agression, 12 ans dans une prison fédérale. Mais la prison a un effet sur les hommes. Ce ne sont pas les murs, c'est le silence. Calvin a passé des années à écouter le bruit de sa propre culpabilité résonner sur les parois en béton. Chaque année, le poids de ses actes devenait plus lourd, tout comme le poids de ce qui lui manquait, surtout la seule chose qu'il n'avait jamais vue, son fils. Mélissa, la femme qu'il avait aimée autrefois, ne lui avait écrit qu'une seule fois. C'était court, froide. « Tu pars, je suis enceinte. N'essaie pas de nous retrouver. » Cette lettre est devenue sa Bible. Il l'a lue tellement de fois que le papier s'est presque désintégré. Il ne lui en voulait pas. Bon sang, il reconnaissait à peine l'homme qu'elle avait quitté. Derrière les barreaux, Calvin s'est juré de changer. Il est resté seul. Il a arrêté de boire. Il a lu des livres. Il a même appris la menuiserie avec un autre détenu. Chaque jour, il fabriquait des meubles et imaginait la vie qu'il n'avait jamais eue, une vie où son fils le regarderait un jour dans les yeux et verrait un homme qui valait la peine d'être connu. Lorsque les portes se sont enfin ouvertes, Calvin est sorti avec pour seul bagage un sac à dos, la photo d'un garçon qu'il n'avait jamais rencontré et un désespoir silencieux qui lui rongeait les entrailles. Il s'est installé dans un centre de réinsertion à la périphérie de la ville, a trouvé un emploi dans le transport de gravats et a essayé de vivre dans l'anonymat. Mais le monde ne vous laisse pas oublier. Les tatouages sur ses bras, son regard trop souvent jeté par-dessus son épaule, les gens remarquaient, les employeurs remarquaient. « Désolé, nous n'embauchons pas d'anciens détenus » était la phrase qu'il entendait le plus souvent. Pourtant, il n'a jamais rechuté. Pas pendant 10 mois. Il a économisé chaque dollar, évité toutes les tentations, et chaque soir, il regardait cette vieille photo comme un phare sur une côte tempétueuse. Puis un jour, il a vu le nom de Logan, le nom de son fils, dans un article en ligne. C'était une annonce d'entreprise, une promotion. Logan Reed nommé plus jeune directeur financier régional chez Whitaker Logistics. La main de Calvin a tremblé lorsqu'il a touché l'écran. Il a murmuré « Tu as réussi ». Et pour la première fois depuis des années, il s'est permis de croire que peut-être, juste peut-être, lui aussi pouvait y arriver. Calvin passa les jours suivants dans un état second, relisant cet article encore et encore comme s'il s'agissait d'une prière. Logan avait l'air plus âgé, son visage était plus affiné, son regard plus assuré.
On le voyait serrer la main du PDG de l'entreprise, souriant largement, ignorant que quelque part, l'homme qui lui avait donné la vie l'observait en silence. Cet article a déclenché quelque chose en Calvin. Pas seulement de la fierté, mais aussi un sentiment d'urgence. La distance entre celui qu'il avait été et celui que son fils était devenu lui semblait énorme. Et Calvin ne pouvait supporter l'idée de rester un fantôme dans l'histoire de Logan. Il a donc élaboré un plan. Il allait se construire une vie suffisamment propre et solide pour pouvoir se tenir devant Logan et lui dire « J'ai essayé, j'ai changé ». Il savait que le garçon avait tout à fait le droit de lui claquer la porte au nez, mais il savait aussi que c'était peut-être sa seule chance. Il n'allait pas la gâcher. Mais la vie à l'extérieur était impitoyable. Le centre de réinsertion avait des règles strictes, et son travail lui rapportait à peine de quoi payer son loyer et ses repas. Il postula à toutes les offres d'emploi qu'il trouva. Entrepôt, entreprise de déménagement, même des petits boulots de concierge, mais la réponse était toujours la même. Nous vous tiendrons au courant. Ils ne le firent jamais. Ses économies fondirent. Certaines nuits, il s'endormait le ventre vide. D'autres, il errait sans but dans la ville, regardant les appartements qu'il ne pouvait pas se permettre, les vies qu'il ne vivrait jamais. Puis, un après-midi pluvieux, une voix familière l'appela. « Calvin, merde mec, je te croyais mort. » C'était Derrick Malone, un nom que Calvin n'avait pas entendu depuis plus de 10 ans. Derrick était l'un de ses meilleurs amis avant son arrestation, un voyou débrouillard qui avait le don de s'attirer des ennuis et un sixième sens pour l'argent. Ils se retrouvèrent dans un restaurant. Derrick avait vieilli, mais il avait l'air plus lisse. Veste élégante, coupe de cheveux soignée, chaîne en or dépassant de son col. « Tu bosses ?» demanda-t-il. « J'essaye. » Derrick sourit. « Essayez. Ça ne paie pas le loyer. » Il fit glisser un téléphone jetable sur la table. « J'ai un plan. Propre, facile, sans risque. T'es partant ?» Calvin hésita. Tout en lui criait de refuser. Mais l'idée de se présenter chez Logan les mains vides, un ancien détenu fauché, lui nouait l'estomac. « J'en ai fini avec cette vie, » dit-il doucement. Derrick se pencha vers lui. « Alors pourquoi tu crèves toujours ?» Calvin ne prit pas le téléphone. Pas encore. Mais la graine était semée. Ce soir-là, il se rendit dans le quartier de Melissa pour la première fois depuis des années. Il resta dans l'ombre, loin de son Porsche, se contentant d'observer. C'était une maison modeste, à 2 étages, dont la peinture blanche s'écaillait sur les bords. Les lumières étaient allumées. À l'intérieur, des silhouettes bougeaient. Une table, des rires, de la vie. Il aperçut Logan à travers la fenêtre, debout, la main posée sur l'épaule de Melissa. Ils avaient l'air proches, comme une famille, comme tout ce que Calvin n'avait jamais eu. Il murmura dans l'obscurité « Je suis désolé », puis s'éloigna. Le lendemain matin, il essaya de retourner au travail. Le contremaître lui dit que l'entreprise avait embauché quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus stable. Quand il retourna au centre de réinsertion, son lit était vide. Son colocataire, un jeune homme nommé Vince, était mort d'une overdose dans la salle de bain. Calvin s'assit sur le bord du lit et fixa le téléphone jetable qui se trouvait toujours dans son sac à dos. Il ne l'avait pas touché depuis le restaurant. Il l'alluma. Un message. Entrepôt. Whitaker Logistics. Jeudi soir. Un coffre-fort. Une seule fois. Pas de sang. Calvin fixa l'écran. Whitaker Logistics. Le même endroit où travaillait Logan. Il se dit que c'était une coïncidence cruelle mais inoffensive. Logan était directeur financier. Il travaillait dans un bureau, probablement à des kilomètres de l'entrepôt. Il ne serait pas là. Il ne pouvait pas être là. Pourtant, quelque chose en lui ne le laissait pas tranquille. Il resta éveillé toute la nuit, les yeux grands ouverts, le souffle court. Tous ses instincts, tous les changements pour lesquels il s'était battu, lui criaient de partir. Mais lorsque le soleil se leva, Calvin prit sa décision. Juste un dernier coup. Il récupérerait l'argent, disparaîtrait et aurait enfin quelque chose à offrir à son fils. Plus d'excuses, plus de supplications pour une seconde chance. Il la mériterait, même si cela signifiait prendre un dernier risque. Il appela Derrick. « Je suis partant. »
La voix de Derrick était froide et déterminée. « Jeudi soir, sois prêt, pas d'erreur. » Calvin raccrocha et fixa son reflet dans le miroir fissuré au-dessus du lavabo. Il ne voyait plus l'homme brisé, mais un père qui se battait pour sa rédemption. Et peut-être, pensa-t-il, que la rédemption exigeait parfois de se salir les mains. Mais au fond de lui, derrière sa détermination et son désespoir, une petite voix résonnait dans son esprit. Et s'il est là? Et si quelque chose tourne mal? Il l'ignora. Il le fallait. La nuit était plus froide que prévu. La pluie rendait l'asphalte glissant comme du verre, et le bruit des gouttes qui frappaient le capot du van donnait à Calvin un rythme pour respirer. Chaque inspiration était mêlée de doute, chaque expiration d'un espoir silencieux que tout cela se termine rapidement, sans complications, sans violence, juste entrer et sortir. Derrick était assis sur le siège passager, vérifiant sa montre pour la 5e fois. Whitaker éteint tous les systèmes non essentiels à 22 heures pile. Les alarmes sont internes. Nous avons 12 minutes avant que la batterie de secours ne se mette en marche. Calvin acquiesça sans répondre. Il était concentré, mais pas calme. Son regard se porta sur l'entrepôt de l'autre côté de la rue, silencieux, sans surveillance, exactement comme Derrick l'avait promis. Ils se mirent en route rapidement, masque enfilé, gants bien ajustés. 2 autres personnes les rejoignirent, des visages que Calvin ne reconnaissait pas. Ils se faufilèrent par une entrée latérale qui, selon Derrick, n'était pas surveillée. À l'intérieur, l'espace était immense. Des rangées d'étagères industrielles, des palettes empilées, des chariots élévateurs endormis dans l'obscurité. Ils traversèrent le labyrinthe jusqu'à atteindre une pièce fermée à clé portant l'inscription « Finance and Admin Storage ». « C'est ici », dit Derrick. Il sortit un petit appareil qu'il appelait « une clé passe-partout pour l'ère moderne ». D'un clic, la porte s'ouvrit et ils entrèrent. Des piles de caisses scellées tapissaient les murs, et au centre se trouvait un coffre-fort renforcé, conçu pour résister à un incendie, une inondation ou une guerre. Derrick ouvrit son sac et tendit à Calvin une petite perceuse équipée d'un silencieux. « À toi de jouer !» Alors que Calvin s'attaquait à la serrure, son cœur battait plus fort que la perceuse. Il ne cessait de penser à Logan. Où pouvait-il bien être? Était-il venu à l'entrepôt? Son bureau était-il proche? 3 minutes, dit l'un des autres. Le coffre-fort cliqua. Calvin l'ouvrit. À l'intérieur, de l'argent liquide, des documents, des obligations au porteur. Les yeux de Derrick s'illuminèrent. « Charge tout !» Soudain, un bruit résonna derrière la porte, un cliquetis sec, comme si du métal tombait. Tout le monde se figea. « Qui diable ?» siffla Derrick. Des pas, rapides, hésitants, puis une voix. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Le sang de Calvin se glaça. Cette voix, non, ce n'était pas possible. Derrick cria « À terre !» et poussa Calvin sur le côté. La porte s'ouvrit brusquement. Une silhouette entra. La lumière éclaira son visage juste assez longtemps. Logan. Il portait un badge de sécurité. Il tenait une lampe torche. Il était figé. Incrédule. « Papa ?» Le mot eut à peine le temps de sortir de sa bouche. Un coup de feu retentit. Ce n'était pas Calvin. C'était l'un des autres. Nerveux, effrayé, réagissant par instinct. Logan tituba en arrière, les yeux écarquillés, la bouche ouverte mais silencieuse. Du sang coulait sur sa poitrine. Calvin hurla. « Non !» Il se précipita en avant et rattrapa Logan avant qu'il ne touche le sol. Les yeux du garçon clignaient, confus, cherchant quelque chose. « Logan, je ne savais pas que c'était toi. » Un autre coup de feu retentit. Derrick avait tiré dans le plafond. « On doit partir, maintenant !» Mais Calvin ne bougeait pas. Il était à genoux, serrant son fils mourant dans ses bras, son cœur brisé en 1000 morceaux trop petits pour être retenus. Logan essaya de parler. Un tremblement, un souffle. « Je voulais te faire une surprise. » Puis le silence. Les autres s'enfuirent. Des bruits de pas s'éloignèrent. Des pneus crissèrent dehors. Calvin resta là, se balançant légèrement, murmurant le nom de Logan encore et encore, comme si cela pouvait le ramener. Au début, il n'entendit pas les sirènes, ni la voix dans le haut-parleur qui lui ordonnait de ne pas bouger.
Il ne sentit pas les mains qui le tiraient en arrière, lui passer les menottes et l'éloigner du corps de son fils. Tout ce qu'il voyait, c'était le visage de Logan, figé dans le temps. Au commissariat, Calvin ne dit rien. Il ne résista pas. Il ne parla pas. Jusqu'à ce que l'inspectrice Sarah Bishop s'assoie en face de lui et lise le rapport d'incident. La victime s'appelait Logan Reed. Il avait 19 ans. Il travaillait tous les jeudis en équipe de nuit pour assurer la sécurité. Pas de casier. Un gamin clean, intelligent, ambitieux. Elle leva les yeux. C'était votre fils? Calvin acquiesça d'un signe de tête. Les yeux rouges, les lèvres gercées. Pourquoi était-il là? Demanda-t-il d'une voix creuse. D'après les ressources humaines, il s'était porté volontaire pour aider l'équipe de nuit. Il voulait comprendre tous les rouages de l'entreprise. Elle marqua une pause. Nous avons également trouvé une lettre dans son casier. Elle vous était adressée. Il ne l'a jamais envoyée. Elle fit glisser l'enveloppe sur la table. Calvin la fixa du regard. Ses mains tremblaient lorsqu'il ouvrit le rabat. La lettre était écrite d'une écriture soignée et pleine d'espoir. « Cher papa, je ne sais pas si tu liras jamais cette lettre. Je ne sais même pas si tu es encore en vie, mais j'espère qu'un jour, nous nous rencontrerons. J'ai été promu cette semaine. J'essaie d'être le genre d'homme que tu aurais pu être si les choses avaient été différentes. Maman ne parle jamais de toi, mais je me suis toujours demandé qui tu étais. J'espère que, où que tu sois, tu vas bien. Si jamais tu me vois, je serai celui qui porte fièrement le nom de Reed. » Calvin plia lentement la lettre. Il la serra contre sa poitrine et s'effondra. Dans le silence stérile de cette salle d'interrogatoire, la vérité le frappa plus durement que n'importe quelle sentence. Il n'avait pas seulement pris une vie. Il avait pris sa propre raison de vivre. L'inspectrice Sarah Bishop avait vu son lot de cas tragiques, des foyers brisés, des vies détruites, des erreurs irréversibles. Mais quelque chose dans l'affaire Whitaker la hantait comme une fumée. L'histoire que le monde avait déjà acceptée était claire. Un cambriolage qui avait mal tourné, un père qui avait tué son fils sans le savoir, un homme ruiné par son passé. Mais pour Sarah, les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas tout à fait. Pas encore. Elle commença comme tout enquêteur chevronné par les images. La vidéo de surveillance granuleuse de l'entrepôt avait tout enregistré. Les hommes masqués se déplaçant rapidement, le coffre-fort ouvert, l'entrée soudaine de Logan, le moment fatal. Mais ce qui attira l'attention de Sarah, ce n'était pas le chaos, mais des détails subtils, la façon dont Calvin avait hésité, la panique dans son langage corporel, et surtout son cri, brut, primitif, dévastateur, lorsque Logan était tombé. Ce n'était pas le cri d'un homme pris en flagrant délit, c'était le cri d'un père voyant son âme lui être arrachée. Elle rembobina, ralentissant l'image, lorsque le tireur apparut. Là, à peine visible sous le gant, un tatouage, un serpent enroulé autour d'un poignard. Elle retint son souffle. Elle connaissait ce symbole. 10 ans plus tôt, il était apparu dans plusieurs dossiers de gang, tous liés à un seul nom, Derrick Malone. Officiellement, Derrick était mort, tué lors d'une fusillade liée à la drogue. Mais le corps n'avait jamais été identifié avec certitude, juste un cadavre carbonisé et une conclusion commode. Sarah sortit les vieux dossiers du magasin. Et là, ils étaient là. Photos d'identité, rapports, témoignages d'informateurs sous scellés. Le témoignage de Calvin Reed. Calvin avait donné le nom de Derrick pour éviter une peine plus lourde, puis Derrick avait disparu. Elle ordonna une analyse médico-légale du téléphone jetable trouvé sur Calvin. Les enregistrements étaient limités, mais un numéro ressortait. Il avait été localisé près de l'entrepôt Whitaker plusieurs nuits d'affilée avant le braquage. Son propriétaire surveillait les lieux. Pendant ce temps, Calvin restait silencieux dans sa cellule, refusant de manger ou de parler. La seule chose qu'il demandait était la lettre de Logan, celle que Sarah avait trouvée dans le casier de son fils. Il la lisait et la relisait, les lèvres bougeant sans émettre un son, comme une prière qu'il ne s'attendait pas à voir exaucée. La presse présenta l'histoire comme une tragédie d'une cruauté poétique. Les talk-shows débattirent pour savoir si Calvin méritait la clémence ou la punition.
Certains le traitèrent de monstre, d'autres d'homme maudit par le destin. Mais seule Sarah semblait se soucier de ce qui n'avait pas été expliqué. Elle rendit visite à Calvin dans sa cellule, sans uniforme, sans note, juste avec la vérité. « Je ne pense pas que tu l'aies tué intentionnellement, » dit-elle. Calvin ne répondit pas. « Mais je ne pense pas non plus que ce soit une simple coïncidence. » Ses yeux finirent par croiser les siens, vides, fatigués, brisés. « Tu penses que j'ai planifié ça ?» demanda-t-il. « Je pense que quelqu'un d'autre l'a fait. Et je pense que tu étais autant la cible que Logan. » Au début, Calvin ne dit rien. Puis il prononça un nom, Derrick. Sarah acquiesça. « J'ai rouvert son dossier. Nous avons trouvé le tatouage du tireur. Il est vivant. » Calvin ferma les yeux, les mains tremblantes. « Il savait, » murmura-t-il. « Il savait que Logan travaillait là-bas. » Tout s'éclaircit. Calvin n'avait pas seulement été manipulé, il avait été piégé. Derrick n'avait pas choisi l'entrepôt pour l'argent, mais pour avoir l'occasion de détruire Calvin de l'intérieur. Ce n'était pas un vol, c'était une vengeance. Sarah passa les jours suivants à creuser davantage. Elle trouva des images de vidéosurveillance d'une station-service près de l'entrepôt datant d'1 semaine avant le crime. Un homme, correspondant à la description de Derrick, achetant des boissons énergisantes et des téléphones prépayés. Il portait une casquette enfoncée sur les yeux, mais son poignet, avec son tatouage, était visible lorsqu'il a payé. Elle a retracé ses derniers appels jusqu'à un motel délabré situé 2 villes plus loin. Lorsque les agents sont arrivés, il était déjà parti. La chambre était vide. Aucune empreinte, aucune trace. Mais un objet avait été laissé sur place. Une photo déchirée de Calvin et Melissa lorsqu'ils étaient enfants. Au dos, un seul mot était griffonné au stylo, paiement. Avec cette nouvelle preuve, Sarah a insisté pour que les charges retenues contre Calvin soient réévaluées. Le procureur était réticent. La pression publique était forte et personne ne voulait paraître laxiste envers la criminalité. Mais les faits étaient de leur côté. L'arme de Calvin n'avait pas été utilisée. Le rapport balistique l'avait confirmé. Le coup fatal avait été tiré avec une arme complètement différente, qui correspondait à une balle retrouvée dans une autre affaire classée sans suite liée à Derrick. Melissa a été appelée à témoigner. Elle a raconté au tribunal le désir de Logan de rencontrer son père, comment il travaillait tard pour faire ses preuves. Elle a fondu en larmes en lisant à haute voix le journal de Logan, ses rêves, ses peurs, sa conviction que les gens pouvaient changer. La salle d'audience était silencieuse. Finalement, le procureur a cédé. Les accusations de meurtre contre Calvin ont été abandonnées. Mais il devait encore être condamné pour le vol à main armée, et il l'a accepté sans protester. Il ne voulait pas d'un passe-droit. Il voulait seulement que la vérité soit connue. Le récit des médias a changé. Calvin était désormais le père en deuil manipulé pour tomber dans un piège. La sympathie a afflué, mais Calvin a refusé les interviews. Il ne voulait pas de pitié. Il voulait la paix, quelle qu'elle soit. En prison, il se mit à écrire des lettres à Logan, à Melissa, à lui-même. Il commença à s'exprimer dans le cadre de programmes destinés aux jeunes, lors de sessions virtuelles, pour les mettre en garde contre les personnes comme Derrick et contre les mensonges que nous nous racontons lorsque nous pensons pouvoir tromper la douleur. Sarah lui rendit une dernière visite avant de transférer l'affaire aux autorités fédérales chargées de traquer Derrick. « Pourquoi as-tu fait ça ?» lui demanda-t-elle. « Parce que je pensais qu'un dernier crime pourrait tout arranger, » répondit-il. « Mais tout ce que ça a fait, c'est prouver que je n'avais jamais vraiment quitté cette vie. » Elle acquiesça et lui posa une dernière question. « Si tu pouvais dire une dernière chose à Logan, ce serait quoi ?» Calvin baissa les yeux vers le sol, puis regarda par la fenêtre, vers le ciel derrière les barreaux. Je lui dirais que j'étais fier, tellement fier, et que je suis désolé de ne pas avoir mérité le droit de le lui dire plus tôt. Si cette histoire vous touche déjà, que ce soit par la colère, la tristesse, ou peut-être même un peu de compréhension, prenez un moment pour aimer la vidéo et partagez vos réflexions ci-dessous. Votre voix compte ici. Quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin d'entendre exactement ce que vous pensez en ce moment. Ce n'est que 2 semaines après l'arrestation que toute l'ampleur de ce qui s'était passé a commencé à se révéler.
L'inspectrice Sarah Bishop avait tout fait pour que Calvin Reed reste au centre de l'enquête. Après tout, il était le seul suspect en garde à vue et les preuves étaient accablantes. Présence sur les lieux, suspect en fuite, un cadavre. Mais quelque chose la titillait, quelque chose dans la réaction de Calvin, son silence, son regard. Elle a rouvert les images de la scène du crime, en se concentrant cette fois-ci sur les instants qui ont suivi la fusillade. Elle a zoomé. Elle a observé chaque mouvement, chaque geste. Et là, elle a remarqué un détail qui lui avait échappé auparavant. L'un des hommes masqués, celui qui avait tiré, avait un tatouage distinctif sur le poignet. Un serpent enroulé autour d'un poignard. Sarah a cligné des yeux. Elle avait déjà vu cela auparavant. Elle fouilla dans de vieux dossiers, des rapports de police, des photos d'identité judiciaire datant d'une dizaine d'années. Et là, elle trouva Derrick Malone, l'ancien partenaire de Calvin, présumé mort dans une fusillade entre gangs 5 ans plus tôt. Sauf que, il était clairement en vie. Elle récupéra les relevés d'appel du téléphone jetable que Calvin avait sur lui. Elle les traça. Un numéro ressortit, non enregistré, mais localisé près de l'entrepôt Whitaker la nuit précédant le braquage. Elle le transmit pour une recherche plus approfondie. Pendant ce temps, Calvin était assis seul dans sa cellule, relisant la lettre de Logan tant de fois que l'encre commençait à s'estomper. Il ne mangeait pas, il dormait à peine, il refusait toute visite, même celle de Melissa, qui avait finalement décidé de se manifester après avoir appris la vérité. Lorsque Sarah revint dans le quartier cellulaire, elle apporta le dossier avec elle. Elle le posa délicatement devant Calvin. « Je sais que ce n'est pas toi qui as appuyé sur la gâchette. » Il leva lentement les yeux. Prudent. Nous avons trouvé des images, des tatouages et des relevés d'appel. C'était Derrick Malone. Le visage de Calvin se crispa puis se déforma sous l'effet de la rage. « Tu en es sûr ?» demanda-t-il. Sarah acquiesça. « Absolument, et nous pensons qu'il t'a piégé. » Calvin se pencha en arrière, le souffle coupé. Il ressemblait à un homme qui se noie et qui touche enfin le fond. « Je ne savais pas que Logan travaillait là-bas, » murmura-t-il. « Je le jure devant Dieu. Je te crois, » dit-elle. « Mais ce n'est pas tout. » Sarah ouvrit un autre dossier. À l'intérieur se trouvaient des pages du journal intime de Logan, retrouvées dans son bureau. Il y avait des lettres, non envoyées, adressées à Calvin. Des réflexions sur le pardon, la curiosité, l'espoir. « Il voulait te connaître, » dit-elle. « Il ne te détestait pas. Il voulait que tu sois fier de lui. » Calvin se couvrit le visage. Ses épaules tremblaient, mais aucun son ne sortait. Puis vint le coup de grâce. « Il y a encore une chose, » dit Sarah doucement. Derrick ne cherchait pas seulement à gagner de l'argent. Il savait que Logan travaillait là-bas. Il avait tout planifié. Calvin leva brusquement les yeux. « Mais quoi ? Il savait, » répéta-t-elle. « Il surveillait Logan depuis des semaines. Nous avons trouvé des photos de surveillance, des notes. Il s'est servi de vous comme appât. » Au début, cela n'avait aucun sens. Calvin secoua la tête, essayant de comprendre. Pourquoi aurait-il ? Puis il comprit. 12 ans plus tôt, Calvin avait conclu un marché. En échange d'une peine plus légère, il avait donné les noms de plusieurs complices, dont Derrick. Mais Derrick n'avait jamais été arrêté. Au lieu de cela, il avait disparu. Il avait attendu, il avait observé, et le moment venu, il avait trouvé la seule personne que Calvin ne pouvait se permettre de perdre. C'était une vengeance, murmura Calvin presque pour lui-même. Il a tué mon fils pour m'atteindre. Sarah ne dit rien. Que pouvait-elle dire? Cette nuit-là, Calvin ne dormit pas. Il fixa le plafond de sa cellule, repassant dans sa tête chaque instant des dernières semaines. Il revit le restaurant, le téléphone jetable, le sourire sur le visage de Derrick. Ce n'était pas une affaire, c'était personnel, c'était un piège, et il était tombé droit dedans. Dans les jours qui suivirent, une équipe spéciale fut formée pour retrouver Derrick. Un mandat d'arrêt fut lancé, son visage affiché partout dans l'État, mais il avait disparu, comme s'il s'était évaporé. Melissa vint rendre une dernière visite à Calvin. Ils s'assirent de part et d'autre de la vitre épaisse, tous deux changés. « J'aurais dû lui parler de toi, » dit-elle doucement.
Il avait cette photo, il la regardait pendant des heures. Il disait qu'il voulait être un homme dont son père pourrait être fier. Calvin acquiesça, la mâchoire serrée. « J'étais fier de lui, dit-il. Il était meilleur que je ne l'ai jamais été, que je ne pourrais jamais être. » Les yeux de Mélissa se remplirent de larmes, mais elle ne les laissa pas couler. « J'espère que tu trouveras la paix, Calvin, pour son bien. »« Je ne le mérite pas, » murmura-t-il. Elle toucha la vitre, puis s'en alla. Au cours des semaines qui suivirent, de nouvelles preuves continuèrent d'apparaître. Derrick avait des contacts dans plusieurs États, des sociétés écrans, des refuges. Il ne faisait pas que survivre, il prospérait. Et l'histoire de Calvin, désormais relayée par les médias nationaux, suscita autant d'indignation que de sympathie. Mais tout cela importait peu à Calvin. Il avait perdu la seule chose qui comptait. Et la justice, même rendue, ne ramènerait pas Logan. Un matin, une lettre arriva dans la cellule de Calvin. Elle n'était pas signée. À l'intérieur se trouvait une seule photo Polaroid. Logan enfant, âgé d'environ 5 ans, tenant un marteau en plastique et arborant un large sourire. Au dos, griffonné à la pointe d'un stylo, « Il a hérité de ton sourire ». Calvin la fixa pendant des heures. Puis, pour la première fois depuis des semaines, il adressa la parole au gardien. « Je veux parler. »« À qui ?» demanda le gardien. « À tout le monde. » Il était prêt à révéler au monde entier ce qui s'était réellement passé, pas pour laver son nom, mais pour s'assurer que Logan ne serait pas enterré sous un mensonge. La salle d'audience était silencieuse lorsque Calvin Reed s'avança vers la barre. Pas de costume, pas de cravate, juste l'uniforme de la prison et le poids d'un homme qui n'avait plus rien à protéger, plus rien à prouver. Les flashs crépitaient, les journalistes chuchotaient. Quelque part dans la foule, Mélissa était assise, les mains jointes sur les genoux, une photo de Logan posée à côté d'elle. « Je ne suis pas ici pour demander pardon », commença Calvin d'une voix ferme. « Je sais ce que j'ai fait, et je le porterai sur moi pour le reste de ma vie. » Il regarda le jury, puis le juge, puis le sol. « Je suis retourné dans cette vie en pensant que je pouvais la contrôler. Juste un boulot, me suis-je dit. Un coup pour tout régler. Mais il n'y a pas de place pour l'honnêteté dans un milieu aussi corrompu. Je pensais pouvoir être les deux à la fois, un criminel et un père. Mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de priver de la vie la seule personne qui me donnait une raison de vivre honnêtement. » Sa voix se brisa, mais il continua. « Mon fils, Logan, n'est pas mort parce que j'étais un mauvais tireur ou parce que je me trouvais au mauvais endroit. Il est mort parce que je me suis laissé croire que je pouvais tromper le destin. J'avais tort. Le procès s'est déroulé rapidement après cela. Grâce aux témoignages de Sarah Bishop, aux notes du journal et aux preuves médico-légales reliant Derrick Malone au crime, Calvin a été innocenté du meurtre au premier degré. Mais il a tout de même été condamné à 15 ans de prison pour vol à main armée, complot et possession illégale d'une arme à feu. Il a accepté sa peine. Pas d'appel, pas de protestation. En prison, Calvin est devenu quelque chose d'inattendu, une voix. Il a commencé à s'adresser à des groupes de jeunes, leur envoyant des messages vidéo depuis l'intérieur. Il leur a parlé de Logan, de Derrick, du prix du silence et de l'illusion des raccourcis. Chaque mot était une offrande, non pas pour laver son nom, mais pour protéger l'avenir de quelqu'un d'autre. Il écrivait souvent à Mélissa, même si elle ne lui répondait jamais. Mais il comprenait. Il avait volé quelque chose qui ne pourrait jamais être remplacé. Les années ont passé. L'histoire de Logan est devenue un symbole. Les journaux l'ont surnommé le garçon pris entre deux feux de la rédemption. Une bourse d'études a été créée en son nom. Une fresque murale représentant son visage a été peinte sur le mur d'un centre communautaire. En dessous, une citation tirée d'une de ses lettres. « Je veux juste être un homme dont mon père pourrait être fier. » Calvin l'a vu une fois, sur une photo que quelqu'un lui a envoyée. Il fixa le visage du garçon, ce sourire, cette flamme dans ses yeux. Et pour la première fois depuis des années, il se permit de croire en quelque chose qui allait au-delà de la punition. Dans la cour de la prison, Calvin planta des arbres. Il ne parlait jamais beaucoup de la raison pour laquelle il le faisait. Mais ceux qui le connaissaient disaient qu'il les traitait comme des monuments commémoratifs vivants, comme si chaque racine pouvait ancrer un souvenir et chaque branche s'étendre un jour assez haut pour toucher le pardon.
car certains crimes restent à jamais gravés dans les mémoires, tout comme les leçons que nous laissons derrière nous. Que feriez-vous si votre passé revenait de la manière la plus dévastatrice qui soit? Calvin Reid pensait faire ce qu'il fallait, une dernière erreur pour réparer toutes celles de sa vie. Mais en essayant de devenir le père qu'il pensait que son fils méritait, il a détruit l'avenir même qu'il poursuivait. Et maintenant, il vit avec une vérité qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à affronter. Il a tiré sur son propre héritage. Mais ce n'est pas seulement une histoire de crime. C'est une histoire de cycle, de silence, de choix faits dans le désespoir qui résonne pendant des générations. Alors nous vous posons la question. Si vous étiez Calvin, si vous étiez Logan, si vous étiez Melissa, qu'auriez-vous fait? Laissez vos commentaires ci-dessous. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si vous pensez que les histoires vraies, même les plus sombres, peuvent nous apprendre à devenir meilleurs, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Car la vérité, c'est que nous ne sommes tous qu'à une décision de tout changer. Et parfois, il faut la pire des erreurs pour nous montrer la valeur de faire ce qui est juste.